Ce soir, c'est occupé. Aujourd'hui, c'est une édition un peu spéciale. C'est un hors-série qui sort un peu de notre zone de confort parce qu'on reçoit du Bronx. Hugo Bernalicis, député des circonscriptions du Nord C'est ça, depuis 2016, c'est ça? 2017, juillet 2017. Juillet 2017. Donc c'est votre deuxième mandat. Alors, techniquement, même c'est le troisième, du fait de la dissolution de Macron, parce que ça a remis les compteurs à zéro. Donc c'est mon troisième mandat. Ah, on va dire deuxième en vrai, ouais. D'accord. Et ma première question que j'ai envie de poser, déjà, c'est pourquoi Villeneuve-d'Ascq? Pourquoi pas Mons, par exemple, ou LM? Ouais, la question pourrait se poser. Pourquoi Villeneuve-d'Ascq? Parce que, bon, déjà, je suis le député de Villeneuve-d'Ascq depuis 2017, de facto. J'avais été déjà en 2012, en fait, aux législatives. J'avais fait, pour la petite histoire, un meeting avec Jean-Luc Mélenchon sur le P9, à côté du Stadium Nord. En 2012, il y a des archives qui pas traînent hier. sur les internets. Moi-même, j'ai pas mal milité à Villeneuve-d'Ascq avant, parce que j'étais à Pont-de-Bois en fait, à la fac en 2007, contre les réformes d'autonomie de l'université. C'était Valérie Pécresse, à l'époque, ministre de l'Enseignement supérieur de Sarko. Je m'étais beaucoup impliqué après au Crous, où j'ai été vice-président étudiant du Crous, et j'avais organisé une grève des loyers sur toutes les résidences de cité scientifique. Ah, quand même. Pour lutter contre l'insalubrité, parce que c'était dégueulasse. Vraiment, il y a de la moisissure dans les douches, c'était infâme. Des cafards, et on laissait les étudiants clairement dans ces conditions indignes. Et donc on avait monté une grosse mobilisation. Donc ça, c'est pour mon histoire avec Villeneuve-d'Ascq perso, on va dire, et politique aussi en même temps. Et puis aussi parce que, en réalité, à Villeneuve-d'Ascq, il y a un contexte politique particulier avec Gérard Caudron qui ne se représente pas alors que ça fait 50 ans qu'il est là, plus de 50 ans qu'il est là. Nous, on a fait un excellent score aux européennes, 22%. Moi, j'ai été réélu député dans la foulée après la dissolution avec 12 700 voix. Et en fait, en réalité, on s'est dit, est-ce que je peux être utile pour faire gagner nos idées, pour porter la liste? Où est-ce que je suis le plus utile, où est-ce qu'il y a le plus de plus-value en fait en réalité? Et Villeneuve-d'Ascq nous semblait immédiatement indiqué, parce qu'on avait déjà une belle équipe militante, déjà 2 conseillers municipaux d'opposition, et donc on a pris cette décision collectivement avec les camarades que c'est là où je pouvais être le plus utile. Et puis il y a un enjeu aussi, c'est que moi ça me plaît plus de venir à Villeneuve-d'Ascq, parce que ça me parle davantage. C'est aussi la 4e ville de la métropole, en termes de nombre d'habitants, et aussi en termes d'élus à la métropole européenne de Lille, ça fait partie des enjeux. Donc voilà, tout ça mis l'un dans l'autre, c'était la meilleure combinaison, et là où je pouvais être le plus utile et le plus efficace. D'accord. Donc en gros, il y a une histoire depuis la vie étudiante. Ouais. Déjà, il y a une sorte de défi, challenge, Ouais. par rapport donc, à la taille de la ville, Tout à fait. et les enjeux qu'il y a. Et aussi une question un peu de score. Ouais, bien sûr, mais de possibilités de victoire, parce que je ne vais pas raconter l'histoire. Je suis candidat à Villeneuve-d'Ascq pour gagner. Pas pour dire on va faire un bon score, faire coucou et repartir. C'est pas mon sujet. Et d'ailleurs, c'est un vrai changement pour moi, parce que ça veut dire que en devenant maire, je ne peux plus être député. Je rends mon mandat de député et c'est ma suppléante qui deviendra députée à ma place. Donc ça fait un changement aussi, un changement de prérogative, un changement de vie aussi d'une certaine mesure, et puis effectivement une nouvelle aventure. Mais c'est aussi parce que moi, après maintenant ça va faire quasiment bientôt 9 ans à l'Assemblée nationale, 9 ans d'opposition, 9 ans à faire des amendements qui se font rejeter, 9 ans à être en première ligne face à l'extrême droite. Bon, j'ai envie qu'on puisse mettre en œuvre, mettre en application nos idées. Alors, je préférerais à l'échelle du pays, mais pour l'instant, à l'échelle de Villeneuve-d'Ascq, ça me motive déjà bien. Et je pense aussi que c'est un point d'étape, clairement, qui est important aussi dans la construction de notre mouvement politique, de montrer qu'on est en capacité de gouverner à l'échelle locale, parce que demain, on sera en capacité de gouverner à l'échelle nationale. D'accord. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous font le procès de parachutisme? Que je fais du parachute à une distance de 3,5 km. Parce qu'effectivement, actuellement, j'habite à Lille. Et alors, il faut savoir que les députés, on a un super pouvoir qui est permis par la loi, c'est qu'on est éligible dans tout le département dans lequel on est député. Donc, en fait, j'aurais pu être candidat à Dunkerque ou à Cambrai, mais je trouvais que ça faisait loin quand même, donc je dis Villeneuve, c'est plus près. Non, mais et pourquoi Villeneuve? Pour toutes les raisons politiques que j'ai indiquées
que j'ai indiquées juste avant. Et pour ceux qui craignent que je ne sois pas villeneuvois, je leur dis, ne vous inquiétez pas, j'arrive. J'arrive. Juste à un moment donné, la vie personnelle fait qu'il faut que je me sépare de la maison dans laquelle je suis actuellement, que j'en trouve une autre. Il y a les enfants, l'école, enfin bref, c'est toute une logistique. Mais en tout cas, si vous avez des tuyaux pour des opportunités sur Villeneuve-d'Ascq, je suis tout à fait pro. Donc c'est surtout une question administrative. Ouais, c'est une question administrative, même si je pense que c'est même bien d'habiter la ville quand on l'administre. Moi, ça me semble important. Là, c'est pas mon cas. Ça ne veut pas dire que je la connais pas. Et j'ai même envie de dire, finalement, ceux qui sont là dans l'équipe de Gérard Caudron, ça fait 50 ans qu'ils habitent Villeneuve-d'Ascq, et pour autant, ils font une mauvaise politique. Comme quoi, habiter la ville ne garantit pas de faire une bonne politique. Hein, c'est deux choses différentes. Et encore une fois, si je vais de 500 km ou je sais pas trop où, non, à Villeneuve-d'Ascq, j'y étais déjà en 2007. Ah ouais. Voilà, ça commence à remonter maintenant. Et même si je suis encore un jeune candidat, j'ai quand même un peu d'expérience et d'ancienneté. D'accord. Et une dernière chose sur Villeneuve-d'Ascq, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent la LFI en général d'utiliser les municipales comme une sorte de laboratoire pour le tremplin pour 2027? Ben en fait, nous, on a toujours assumé de dire que toutes les élections, elles étaient liées les unes aux autres. Et je vais faire un raisonnement à contrario. Moi, je trouve ça scandaleux qu'il y ait des forces politiques qui s'amusent à faire des propositions ou à râler localement sur un certain nombre de sujets et de ne pas être en cohérence avec ce qu'ils racontent nationalement. Je vous donne un exemple. Les socialistes, par exemple, en ce moment, dans leurs villes respectives, font des manifestations contre les suppressions de postes d'enseignants dans telle école, dans tel collège, dans tel lycée. Sauf que c'est eux qui ont laissé passer le budget à l'Assemblée nationale et qui ont refusé de voter la censure. Donc on ne peut pas râler localement de décisions qu'on a aidé à prendre nationalement. Donc bien sûr qu'il y a une cohérence politique. Et on ne se cache absolument pas de nos couleurs politiques. Les idées qu'on porte nationalement, on porte les mêmes localement. Après, évidemment, on les adapte. Ce n'est pas la même chose à l'échelle d'un pays qu'à l'échelle d'une commune, évidemment. Mais on se revendique de cette cohérence politique. Et si en plus, ça nous permet ensuite, à la prochaine élection, c'est-à-dire l'élection présidentielle, d'éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir et de faire en sorte que les idées de partage, de solidarité, de planification écologique, de démocratie, ce soit ça qui gouverne dans le pays, quel est le problème? Et je dirais même, il vaut mieux se méfier de ceux qui disent « oui, moi je ne m'occupe pas de la politique nationale ». Parce qu'une commune, aujourd'hui, elle dépend de quoi? De la dotation globale de fonctionnement votée dans le budget de l'État, énormément, la taxe foncière, mais c'est surtout la dotation de l'État. D'ailleurs, c'est un sujet, le fait qu'on ne puisse plus lever l'impôt directement, comme c'était le cas avant avec la suppression de la taxe d'habitation. Alors, c'est tant mieux pour ceux qui n'ont plus de taxe d'habitation, mais pour les communes, c'est plus complexe. Donc, franchement, faire croire que tout ça n'a rien à voir avec la politique nationale, alors que les communes sont en première ligne pour essuyer les plâtres de ce qui ne va pas nationalement, c'est vraiment, je pense, se tromper de bataille politique. Oui, on l'assume. Quant au côté laboratoire, il ne faut pas se méprendre. Moi, je ne suis pas là pour faire des expériences comme sur des souris dans un labo pour dire ils se sont tapés sur les murs, bon, ça n'a pas marché. Non, en fait, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Quand on dit laboratoire, c'est plus de faire la démonstration que ce qu'on raconte nationalement, on peut l'appliquer localement et que ça fonctionne. Et il y a un côté aussi où moi j'assume de dire que dans le programme, il y a des propositions, elles vont être difficiles à mettre en œuvre et difficiles à atteindre, mais on est tous convaincus qu'il faut les atteindre. Et c'est là où ça devient intéressant. Je vous donne juste un exemple et après je vous laisse me poser des questions et arrêtez-moi parce que sinon je ne m'arrête pas moi. On a dit qu'on voulait que 100% du budget d'investissement soit décidé par un processus de démocratie directe par des assemblées de quartier. Okay, que c'est les gens qui proposent des projets, qui les votent, etc. Et quand je vous dis des projets, je ne parle pas de... Parce que je vois des candidats qui disent on fera un fonds de démocratie participative pour des projets de 10 000 euros. Non mais le budget d'investissement à Villeneuve-d'Ascq, l'ordre de grandeur, c'est 25 millions d'euros. Okay, moi, je veux que les 25 millions soient décidés par les gens. Pas juste un truc dans un coin pour savoir où on met les jeux pour les enfants. Bien sûr qu'on discutera de où on met les jeux pour les enfants, mais je pense qu'on peut décider de tous les équipements structurants, où est-ce qu'on fait les travaux en priorité, telle salle de sport, telle salle de concert, tel équipement urbain, de mobilier urbain et autres. Bon. Sauf qu'une fois que j'ai dit ça, on se dit « ah, c'est super comme proposition ». Mais la vérité, c'est que je sais qu'aujourd'hui, les services de la mairie ne sont pas organisés pour réussir ça. Et qu'en faisant ça, il y a plein de biais de sélection.
quand on fait des réunions participatives pour décider du budget, etc., qui vient à ces réunions aujourd'hui? Je veux dire, si je fais un tract dans toute la ville en disant je fais ça, qui vient? Ceux qui ont le capital culturel, ceux qui ont eu l'éducation, ceux à qui on a dit qui sont déjà dans le coup, en fait, en réalité. Sauf que notre but politique, c'est pas de faire en sorte qu'en gros, je caricature, mais que les bobos décident pour toute la ville. C'est pas ça le sujet, c'est que les gens dans chaque quartier, tous soient impliqués à un haut niveau d'implication. Donc, on est allé voir, je suis allé voir des chercheurs en sciences politiques, on est à Lille et Villeneuve-d'Ascq, donc on a la chance d'avoir et le labo du CERAPS de sciences politiques, des sociologues à Lille 2 sur Lille, et Lille 2, je parle comme un vieux, désolé, c'est expliqué plus ça, mais bon, tout le monde comprend. Ça a changé, ouais. Et sur Cité Scientifique, on a le CLERC, qui est le laboratoire de sociologie en général, pas que sociologie politique. J'ai fait des réunions avec un certain nombre de chercheurs que je connaissais déjà, voilà, et qui ont bien accepté de discuter avec nous pour dire à partir du 23 mars, après l'élection, si on gagne, on a envie de faire ça comme dispositif, mais on va avoir besoin de vous, chercheuses et chercheurs, parce que vous avez déjà regardé des trucs de démocratie participative dans d'autres villes, et vous avez vu que ça ne fonctionnait pas, que les jeunes, ils n'y participaient pas, les plus âgés, ils n'y participaient pas, les quartiers populaires, ils n'y participent pas, et qu'il y a peut-être des endroits où ça a fonctionné, mais à certaines conditions. Et de remplir ces conditions. Et nous-mêmes aussi de contribuer politiquement en disant, voilà, nous on a essayé de faire ça à Villeneuve-d'Ascq, on a réussi jusqu'à tel point, on est content, mais on aurait pu faire mieux, il reste encore ça en termes de marge de progression, avec un dialogue construit avec des chercheuses et des chercheuses. Voilà, c'est ça que j'imagine quand on parle de laboratoire ou d'expérimentation. Mais encore une fois, c'est pas, voilà, les Villeneuvoises et les Villeneuvois ne sont pas des cobayes. Hein. On est là justement pour montrer qu'on va faire des changements concrets dans la vie des gens avec les moyens municipaux. Il y a quoi être rassuré là-dessus. Quelque chose à rajouter, Myriam? Non, mais je pense que vous avez répondu à la question de comment on va chercher justement les gens pour les familiariser ou vulgariser la politique. Comment on va chercher ces gens-là pour les faire par la suite participer aux décisions. Bien sûr. Là, le premier défi pour nous, c'est d'aller les chercher pour qu'ils aillent voter, tout simplement. Oui, au moins. Parce que là, je parle comme si on avait gagné, mais la première étape, c'est qu'il faut gagner, et pour ça, il faut que les gens se déplacent. Donc, nous, on a des techniques de politique, de mobilisation électorale, qui sont assez claires. Enfin, je veux dire, à la France Insoumise, il y a ce qu'on appelle la méthode Alinsky, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est une méthode politique, de conscientisation politique, qui vise à regarder une problématique circonscrite dans un périmètre, avec des gens bien délimités, où on dit voilà, et on va essayer d'organiser les gens collectivement pour mener des revendications et aboutir à des résultats. C'est ce qu'on a fait sur les questions des logements insalubres. Il y a des tas de logements insalubres à Villeneuve-d'Ascq, beaucoup trop, c'est pour ça que c'est un axe central de notre campagne. Et on n'a pas juste dit, tiens, on va mettre dans notre programme qu'on va lutter contre le logement insalubre. Pour que ce soit un vecteur de mobilisation, on est allé faire du porte-à-porte, on a demandé aux gens, est-ce que vous avez de l'insalubrité chez vous, et qu'est-ce qui est de la moisissure, et des cafards, etc., etc. On a collecté les renseignements sur les gens et leurs adresses, on les a mis en relation entre eux, et ensuite on a écrit au bailleur social, et moi en tant que député, j'ai dit, voilà, c'est pas normal, il faut respecter leurs droits, on les a mis on les a mobilisés en fait. En réalité, c'est pas juste d'un positionnement politique, c'est un travail militant. Et ça a fonctionné. Et ensuite, on a eu des gens qui, de ces collectifs, sont venus à nos réunions publiques. Certains sont arrivés sur notre liste aux élections. Et demain seront potentiellement élus au conseil municipal. Et donc, c'est une méthode de mobilisation. Et je sais que la plupart il y a une partie substantielle des gens qu'on a mobilisés par là, qui ne sont même pas allés voter là aux législatives, ni aux européennes, il y a 1 an. Donc nous, l'objectif politique, il est atteint par ces moyens-là. Alors bien sûr, on fait ça avec nos bras de militants, bénévolement, avec ceux qui ont du temps à y passer, faire le porte-à-porte. La question pour nous demain, c'est comment on fait avec les moyens de la ville dans un dispositif de démocratie directe pour voir encore plus large. Et là, c'est une autre dimension. Parce que la ville, ça a une forme d'autorité pour tout le monde. Là, quand c'est France Insoumise qui vous invite, c'est une démarche partisane. Demain, c'est la ville qui vous invite à décider pour votre budget. C'est plus une démarche partisane. Bien sûr, il y a une logique politique derrière, évidemment, et on ne s'en cache pas, mais ça devient une démarche institutionnelle. Donc, les techniques, on les connaît, en fait, en réalité. C'est juste qu'il faut qu'il y ait la volonté de les mettre en œuvre et ensuite s'en donner les moyens. D'accord. Alors, quel bilan vous faites des 43 ans de règne du maire sortant Gérard Coudron? Et surtout, quels sont les points principaux d'amélioration à faire?
Bon, je vais essayer de ne pas être trop long à répondre à 43 ans de bilan de Gérard Caudron. Non, mais pour faire, sans être caricatural et en étant assez juste, je pense. Pour le dire à ma manière, je pense qu'il y a 20 ans, par exemple, je pense que j'aurais voté Gérard Caudron. Je pense que ça m'aurait été, j'aurais dit ok, ça me va comme proposition politique, comme cadre de vie, il y avait encore une dynamique, etc. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec Villeneuve-d'Ascq, c'est justement que c'est une ville neuve. Et il y a eu ce regroupement des 3 villages historiques, fin des années 70, et de se dire, tiens, on va avoir des fonds de l'État, des fonds publics pour construire des équipements, pour construire des logements. Comment on organise ça et comment on fait en sorte de faire du vivre ensemble. Et donc c'est pour ça que des tas de gens à Villeneuve-d'Ascq se disent, mais moi, Gérard Caudron, j'aimais bien ce qu'il faisait avant. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que ce qu'il fait après, j'y viens. Mais en tout cas, il y a ce sens commun de se dire, c'est pas vrai qu'il a fait tout mal. Et c'est aussi à son crédit de se dire, il a construit la ville neuve, et ça a été un moment d'expansion, de bonheur pour des tas de gens, d'avoir des équipements sportifs, de pouvoir aller à la médiathèque, de pouvoir aller au parc du Héron, d'avoir des logements qui, à l'époque, les logements sociaux qui aujourd'hui sont insalubres et complètement dégradés, vous remettez ça 30 ans ou 35 ans en arrière, c'est un vrai progrès pour l'époque. Pour les gens qui se retrouvent à être dans ces logements, c'est un niveau de confort supérieur, on est dans la ville, il y a le métro, enfin je veux dire, il y a ce truc de c'est le progrès, c'est la modernité, et tout le monde prend sa part, quoi. Et c'est la ville verte. C'est la ville verte, etc. Bon. Donc tout ça, je l'entends, et c'est au crédit de Gérard Caudron. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, du point de vue de 2026, on a une équipe municipale qui... Allez, j'ai pas envie de mettre de curseur, je suis pas historien, les historiens peut-être regarderont ça plus tard s'ils rentrent dans ce niveau de détail, mais on va dire que depuis 2014, depuis le mandat de 2014, la ville vit sur ses acquis. C'est-à-dire que comme si tout avait été bien fait, bien réalisé, et puis qu'il suffisait juste de gérer. Mais plus de... Voilà, tout était parfait. Et donc, en vivant sur ces acquis, il y a eu une difficulté de se dire, on se projette pour investir dans tel équipement, telle nouvelle forme d'organisation, y compris démocratique, etc. Les envies et les besoins de la population de 2026 ne sont pas les mêmes que ceux de 2000 et encore moins de 1980. Et je pense que c'est ce truc-là qui n'a pas été réussi de la part de Gérard Caudron. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est qu'il a, lui, un fonctionnement très vertical, et qu'année après année, je pense qu'il a pris trop de place. Il n'a pas laissé émerger d'autres personnes. Et enfin, on voit bien la sociologie électorale et la sociologie de ceux qui votent pour Gérard Caudron encore en 2020 pendant le Covid, c'est très marqué. Les quartiers en question. Et il est très marqué aussi que les quartiers populaires votent peu. Et la vérité, c'est que Gérard Caudron, il fait la politique des gens qui votent. Donc si les gens des quartiers populaires ne votent pas, qu'est-ce qui va aller lutter contre le logement insalubre, mettre des salles de sport ou je sais pas quoi, ou s'occuper... c'est le contraire qui a été fait. Avant, il y avait le dispositif de sport-action qui existait, c'est-à-dire que quand les salles de sport ne sont pas occupées par un club de sport, on le laisse en accès libre avec des animateurs de la ville qui accueillent les jeunes qui veulent faire du sport, peu importe, voilà. Mais au moins ça leur évite de traîner, ça leur permet de se retrouver, de faire la sociabilité, et puis de se sentir considérés aussi, et respectés. Ce truc-là, ils l'ont fermé. Ils l'ont fermé parce qu'à un moment donné, il y a toujours à un moment donné une bagarre ou un truc qui dégénère, il y en a un qui fume des joints. Alors, et du coup, c'est quoi le réflexe? On essaye de régler le problème ou on dit ah non, on ferme tout, terminé. Ils ont fait leur choix. Ils ont dit c'est tout, on ferme tout, c'est terminé. Et donc, finalement, il y a eu une expansion, une explosion de la ville neuve à sa création. Et puis maintenant, on est revenu à un schéma un peu classique, quoi. C'est caricatural ce que je vais dire, mais malheureusement c'est vrai. C'est les pauvres entre eux, voilà, dans les quartiers populaires, et puis la classe moyenne sup, qui est dans les beaux quartiers et qui vit chacun sa vie de quartier. Il n'y a plus vraiment de mélange. Et c'est ça qu'il faut qu'on renoue, nous, avec
la capacité à se mélanger tous les uns les autres, peu importe d'où qu'on vienne. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur moyen de lutter contre les discriminations et le racisme, très clairement. Et puis, on le doit, en fait, à tous ces gens qui sont abandonnés dans les quartiers populaires. Donc, Gérard Caudron, bon début, mauvaise fin. Voilà, si je devais résumer. Hein. Justement, sur la mauvaise fin, donc, ces derniers temps, il y a beaucoup de procès qui est fait par rapport notamment à ces dernières déclarations. Ouais. Des déclarations que certains jugent racistes. Moi, je le dis très clairement. Oui, d'ailleurs, je m'étonne qu'au moment où on se parle, il n'y ait aucune association qui l'ait assigné devant un tribunal pour les propos qu'il tient sur son blog, les trucs qu'il relaie. Il relaie régulièrement sur son Facebook. Alors, il les supprime, c'est le sport. Hein. Il met un truc, tout le monde lui dit c'est un peu raciste, il supprime. Mais il a relayé plusieurs reprises des publications de comptes du Rassemblement national. Enfin, je veux dire, il se dit de gauche, ex-parti socialiste, humaniste, républicain, je sais pas trop quoi. Moi, à un moment donné, il y a... D'accord, mais par rapport justement donc ces procès qui sont faits, les accusations qui sont faits d'islamophobie, Ouais. par rapport au fait où il parle d'islamisation de Villeneuve d'Ascq. Tout à fait. Alors, le nerf de la guerre, pour être honnête, c'est la construction de la mosquée, qui est là depuis une dizaine d'années, je pense, Oui. il me semble. Et il y a quand même beaucoup d'accusations qui tournent autour de cette mosquée, qui ne sortent pas seulement de la bouche de Gérard Caudron. Tout à fait. C'est pas juste un mec sénile qui parle. Il y a eu des accusations au niveau national. Oui. Déjà sur les financements de cette mosquée, Oui. sur les liens avec les frères musulmans. Oui. Et tout ça, alors, est-ce que c'est vrai que c'est pas vrai? Moi, personnellement, j'en sais rien et honnêtement, je m'en fous. Mais par rapport justement à... Vous parliez de typologies Ouais. qui votent. À ces vraies typologies qui peuvent être objectivement inquiets, qu'est-ce que vous leur répondez à ces personnes-là pour les rassurer? Déjà, vraiment, je veux dire que pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que Gérard Caudron tienne et tenu et continue de tenir des propos racistes et islamophobes. Et je veux dire tout de suite que certains disent oui, mais c'est parce qu'il est vieux, nanana, etc. C'est politique. Lui, il pense qu'en faisant ça, ça va mobiliser une certaine partie de l'électorat. Le plus à droite, le plus âgé. Très clairement. C'est comme ça que ça se recoupe électoralement. Et il en fait une stratégie aussi contre nous. Vous voyez peut-être que se dessine nationalement un front républicain, j'allais dire anti-républicain, parce que pour moi il est anti-républicain, mais contre nous. Hein, c'est l'inversion, c'est tout le monde à l'envers. C'est ce que d'ailleurs M. Balédan a dit en parlant de l'arc républicain. Voilà. Et donc pour ça, ils sont obligés de répéter les bêtises nationales qui sont répétées matin, midi et soir, comme quand on est antisémite, islamo-gauchiste, etc., juste parce qu'on défend la cause palestinienne, ou juste parce que nous, on se refuse de taper sur les musulmans parce qu'ils seraient musulmans. Hein, parce que, alors, bien sûr, ils font ça subtilement. Ils disent, oui, l'islam a une composante radicale qui peut être le terreau futur, éventuellement, du terrorisme. Donc, il faut faire attention. Oui, enfin, ça va, on a compris, quoi. Vous pensez que les musulmans sont suspects par nature. Nous, c'est pas notre truc. Nous, notre truc, c'est de considérer les gens comme des êtres humains. Voilà. Hein, et puis, ils ont une religion, ça les regarde. Et on n'a pas de problème avec ça. Voilà, et c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est pas plus compliqué que ça. Pour eux, c'est pas ça parce qu'ils savent que c'est un facteur de mobilisation électorale. Bon, donc moi, ce que j'ai à dire, alors déjà sur les craintes, la mosquée, les affaires, etc., le rapport, c'est parce que tout ça a été consigné dans le rapport sur les frères musulmans demandé par un certain Bruno Retailleau. Oui. Déjà, c'est un indice. Alors, en réalité, il avait d'abord été demandé par Darmanin, ensuite Darmanin est parti à la justice, et Retailleau est arrivé à l'intérieur et a récupéré le bébé. Ça lui allait très bien, visiblement. Mais sans vouloir couper, les accusations sur la mosquée de Villeneuve d'Ascq, elles dataient déjà d'avant. Alors, justement, le rapport a compilé ça. Elle datait d'avant et elle date de l'arrivée du préfet Georges-François Leclerc, okay, qui est arrivé ici, préfet du Nord, en vue de s'en prendre à la mosquée et au lycée Averroès. C'était ses deux cibles. Et donc, il a lancé, c'est lui, en tant que préfet, qui a lancé des signalements à la justice pour ouvrir des enquêtes. Okay, ça ne vient pas de nulle part. D'ailleurs, ce monsieur est actuellement secrétaire général adjoint de l'Élysée. Voilà, ça va le situer quelque part, y compris politiquement. Il a été au cabinet de Catherine Vautrin, là, pendant plusieurs mois, sous le gouvernement précédent. Donc, ils l'ont fait à cette époque-là, parce qu'ils l'ont fait aussi sur d'autres lycées musulmans de France. Ça faisait suite à la polémique sur l'abaya déclenchée par Gabriel Attal, et tout ça est une construction politique
pour créer un nouvel ennemi de l'intérieur, puisque comme il n'y a plus Daesh, plus le sujet numéro un, il faut trouver autre chose, quoi. Donc on se dit, les frères musulmans, organisation secrète, ça a l'air pas mal ça comme scénar. Hein, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ils créent un récit et un scénario. Et pour alimenter ce scénario, il faut qu'il y ait du carburant et donc des signalements à la justice, peu importe là où aboutit l'enquête ou pas. Parce que l'enquête, on sait où elle a abouti. Elle a abouti en première instance à la relaxe de tout le monde. En première instance, les juges ont dit non, personne n'est coupable. En appel, c'est un peu différent, puisqu'ils m'ont expliqué tout ça, j'ai dû finir par me renseigner, puisqu'à force qu'il y ait des polémiques de Gérard, on est obligé d'aller suivre au plus près les explications. Et donc, ils sont encore en procédure de cassation, le jugement n'est pas définitif, et ce qu'on leur reproche, aujourd'hui, les 2 qui sont condamnés, c'est pour non-désignation d'un commissaire aux comptes. Ils ont déjà un expert comptable, mais la loi a changé. Je sais, j'y étais à l'Assemblée sur cette loi qui a changé. J'ai voté contre, mais bon, peu importe. De désignation d'un commissaire aux comptes. Il n'y a pas de problème avec leur compte, mais ils n'ont pas désigné de commissaire aux comptes. Donc voilà. Et ils ont retenu la qualification, je ne sais plus si c'est abus de confiance ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils ont fait des prêts au lycée Averroès, alors que ce n'était pas noir sur blanc dans les statuts de leur association. C'est de ça dont on parle. Okay, c'est pas, ils ont financé des caches d'armes, je sais pas quoi, pour aller avec des barbus qui vont dire à la sortie des écoles, regardez. Non, mais parce que quand vous écoutez la télé ou CNews, vous pensez que frères musulmans, c'est des gens dans des caves qui font des trucs bizarres et qui sont là pour vous imposer de manger du halal matin, midi et soir. Enfin, c'est quand même comme ça que c'est présenté et que c'est tourné. Donc moi, je veux juste rappeler les faits quand on creuse et quand on regarde. Et sur les autres accusations, parce qu'ils nous disent les frères musulmans sont des gens rétrogrades, la mosquée de Vinodaz sont rétrogrades, regardez, c'est la charia qui va être appliquée par la France insoumise. Et en plus, quand je dis ça, on entend des trucs comme ça sur les plateaux de CNews, comme je viens de le dire, sans vergogne, on va dire, comme ça. Et la réalité, elle est la suivante, c'est qu'il y a dans le conseil d'administration de la mosquée de Vinodaz 5 femmes. C'est je ne sais pas si c'est pas la seule mosquée de France ou une des rares mosquées de France où il y a des femmes dans le conseil d'administration. Pour des gens qui sont censés être rétrogrades et sectaires et cachés, en train de faire des trucs bizarres, etc. Je me dis, mais à quel moment... Parce que ce que dit le rapport des frères musulmans, vous avez vu qu'il a été contesté par un certain nombre de chercheuses et de chercheurs qui ont participé, qui ont été interrogés par les renseignements territoriaux, qui ont dit, voilà, nous en tant que spécialistes, voilà ce qu'on sait. Et à la fin, ils ne retrouvent pas ce qu'ils ont dit dans le rapport. Ils ne retrouvent qu'une version d'une personne, dont on sait très bien qui c'est par ailleurs. Et je me dis, mais c'est quand même un truc lunaire d'avoir créé cet ennemi de l'intérieur avec les frères musulmans et de le faire vivre comme ça, médiatiquement, et d'aller jusqu'au bout de leur truc. Donc moi, je suis très à l'aise avec tout ça. Et je dis aux musulmanes et aux musulmans de Villeneuve-d'Ascq que je les considère non pas comme des musulmanes et des musulmans, ça les regarde, mais comme des citoyennes et des citoyens français à part entière, qui doivent pouvoir participer comme n'importe qui à la vie politique et à la vie démocratique. Parce que ce qu'on a dit aux frères musulmans, c'est que s'ils disaient dans leur mosquée aux gens d'aller voter, ça devenait de l'entrisme. C'est de ça dont on les accuse. Mais quand ils ne vont pas voter, on leur dit quoi ? Ah, vous faites du séparatisme. Ah, c'est bon, quoi. Alors, du coup, ça va jamais, en fait. Et donc ça serait surtout, pour revenir au niveau local, pour draguer un certain électorat RN qui serait à Villeneuve-d'Ascq. Très clairement. Il existe cet électorat, non ? Regardez leur score aux européennes. Oui, il y a quelques personnes à Villeneuve-d'Ascq qui ont fait une grosse poussée aux européennes. Quelques personnes qui ont mis le bulletin de vote RN. Ouais. Ah, il y a une poussée. Alors, non, il n'y a pas de candidat RN. Heureusement, et tant mieux qu'il ne soit pas organisé, qu'il ne sache pas faire une liste, moi ça me va très bien. Mais l'électorat RN, il existe. Et Gérard Caudron, il le sait. Et il y va à fond. À fond. Voilà. Et donc pour ça, il a besoin de quoi ? Taper sur les musulmans. Et comme nous, on refuse de cotiser à tout ça, contrairement à d'autres organisations politiques, on nous repeint en islamo-gauchistes. Voilà. Et ben non, sur notre liste, il y a des gens de toute confession, il y a des gens qui n'ont pas de confession, et on s'en fiche. On est là pour porter un projet politique ensemble et pour se respecter les uns les autres. Voilà, et vraiment, les entraves qui ont été faites, par exemple, à l'extension du permis de construire de la mosquée, alors qu'il y avait eu un accord, etc., à la fin des fins, la mairie gagne au tribunal et Gérard Caudron dit « Regardez, j'avais raison de refuser le permis de construire de la mosquée », alors que c'est juste parce qu'il veut moins de musulmans et montrer que, regardez, il fait des trucs contre les musulmans. C'est pour la taille des places de parking.
Voilà, donc c'est une histoire de taille de place de parking. Bon, bah si c'est que ça, on peut le régler. Hein. Et en vrai, c'est pas que ça, c'est qu'il ne veut pas. Il n'a jamais voulu. D'ailleurs, ça s'est fait quand c'était Stevenard et pas lui. Ouais, c'est vrai. Le seul moment où Gérard Caudron n'est pas maire, c'est le moment où le permis de construire est donné pour la mosquée de Villeneuve d'Ascq. Et c'est pour une histoire de place de parking. Le refus de l'extension et le fait qu'il gagne au tribunal, ouais. Après, en même temps, quand je vois la place de parking, c'est vrai que ça fait être compliqué. Ouais, mais justement, tout ça, parce que... La vision que j'ai de la taille du parking, tel que je le vois, oui. Ben oui, il est trop petit. C'est pour ça qu'ils utilisent les parkings du stadium qui sont juste à côté, mais qui ne sont pas entretenus par l'AMEL. Et ça, après, c'est encore... En fait, quand vous avez un projet, que vous soyez une mosquée ou n'importe qui, vous allez voir la mairie, bon, bah, vous dites, il y a un problème de parking. OK, comment on fait pour trouver une solution? Pas, ah non, jamais de la vie. C'est juste, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un prétexte, en réalité, pour taper sur les musulmanes et les musulmans. Et là, on ne va pas me faire croire que c'est contre le terrorisme ou je ne sais pas quoi. Non, non, c'est contre les fidèles de la mosquée de Villeneuve d'Ascq et personne d'autre. Hein, voilà. En dépit des embrouilles qu'il peut y avoir dans la vie de la mosquée. Mais ça, ils ont une vie démocratique, c'est des êtres humains, il y a des interactions de pouvoir, de machin. Après, moi, ça ne me regarde pas. Ça regarde ceux qui sont de confession musulmane et qui ont envie de s'en occuper. Une dernière chose avant de donner la parole à Myriam. Vous avez été l'un des premiers à défendre Majid Ocaïd, quand il avait été ancien collaborateur de Gérard Caudron, qu'il avait été attaqué par lui-même. Tout à fait. Vous avez pensé à un rapprochement avec lui? Ben, on a plus que pensé à un rapprochement, puisque on s'est vu à de nombreuses reprises et qu'on lui a proposé d'être avec nous. Et lui avait même souhaité à un moment donné pouvoir être notre tête de liste. Bon, on lui a dit que c'est pas exactement comme ça qu'on fonctionnait et que c'était compliqué pour quelqu'un qui avait été pendant 18 ans avec Gérard Caudron de juste du jour au lendemain dire ah, en fait je suis plus avec lui et je suis la tête de liste d'une autre liste. Bon, voilà, mais qu'être ensemble c'était effectivement jouable et négociable. Il n'a pas souhaité aller dans cette direction politique, ça le regarde et il est tout à fait libre de le faire. Mais effectivement, sur ce qui s'est passé entre lui et Gérard Caudron, on a été de son côté sans aucun problème, avec un soutien que je qualifierais d'inconditionnel. Parce que les propos qui ont été tenus par Gérard Caudron à son égard sont juste du racisme. Point barre. Quand il lui dit à Farid Ocaïd, parce qu'il est franco-algérien, qu'il faut qu'il lui demande est-ce que tu es français ou est-ce que tu es algérien, notamment parce qu'ils ont eu une discussion sur la question de la Palestine et d'Israël, à part du racisme, je ne vois pas. Et encore, les propos, c'est Farid qui les a racontés lui-même dans la presse, etc. Il y en avait plein d'autres, et plusieurs, et par mail, etc. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... En tout cas, nous, on sera toujours intraitable sur la question du racisme. On ne supporte pas le racisme, et toute personne qui est victime de racisme, quand bien même c'est un concurrent politique ou même un adversaire, c'est hors de question de laisser passer quoi que ce soit. Un truc à rajouter, Myriam? Non, tu peux continuer. Ok. Alors maintenant, on va passer sur la partie culturelle. Alors, là, on a l'impression quand même d'un Villeneuve d'Ascq coupé en deux, Ouais. avec une partie de la population qui se sent exclue de la vie culturelle de Villeneuve d'Ascq, notamment des grands organismes comme la Rose des Vents. D'ailleurs, vous en parlez vous-même dans votre discours, la Rose des Vents, le Centre François Mitterrand, et beaucoup d'associations culturelles, sportives aussi, ont du mal à s'implanter sur Villeneuve d'Ascq, ont du mal à développer des projets. Ils sentent une sorte de plafond de verre, et donc effectivement une partie de la jeunesse qui se sent pas concernée et du coup exclue. Est-ce que vous avez un plan d'action par rapport à ça, des propositions concrètes? Oui, on a plein d'idées et plein de propositions concrètes. C'est vrai que un peu plus tôt dans la campagne, on a organisé un petit tournoi de futsal pour discuter c'était un prétexte aussi pour ramener des jeunes de Pont-de-Bois notamment, mais de différents quartiers, et de se poser pour discuter politique. Et après le foot, du coup, on se pose, on discute politique et on discute culture, justement. Et je leur demande, bon, qui est déjà allé à la Rose des Vents? Tout le monde me lève la main. Ouais, je fais, oh, classe. Je fais, ok, je vais reformuler. Qui est déjà allé à la Rose des Vents par ses propres moyens et pas avec l'école? Personne, il n'y en a qu'un seul qui a levé la main. Donc le sujet, c'est pas aller à la Rose des Vents. Tout le monde y va avec l'école, etc. C'est pourquoi on n'y retourne pas, en fait.
Il y a deux hypothèses à ça. Il y a la question de ce qui est programmé, c'est-à-dire que la programmation en elle-même ne correspond pas à un certain besoin, c'est-à-dire à ce que voudraient voir les jeunes ou les moins jeunes, mais surtout les jeunes, c'est-à-dire en termes de musique actuelle, etc. Et en plus, je trouve que la programmation, moi, je la trouve géniale, celle de la Rose des Vents. Mais moi, je suis pas un jeune de quartier populaire de 2026. Je suis député, j'ai une situation confortable, tout va bien pour moi. Et j'ai fait du théâtre dans ma jeunesse, j'ai mon papa qui était directeur de centre culturel, j'ai été imprégné de tout ça. Donc, si j'ai envie d'aller voir du théâtre, je vais voir du théâtre. Si j'ai envie d'aller voir un concert, un spectacle de danse, je vais voir un spectacle de danse. J'ai baigné dans cet environnement-là, mais je ne prends pas mon cas pour une généralité, pas du tout. Et ensuite, c'est la localisation. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes de quartiers populaires, quand ils vont à la Rose des Vents, ont ce sentiment profond que ce n'est pas chez eux qu'ils ne sont pas les bienvenus. C'est pas toujours facile à expliquer parce qu'en gros, ils poussent la porte, personne ne va les virer. Ils peuvent prendre une place. Effectivement, oui. Mais c'est une barrière symbolique, mentale, culturelle. Et c'est pour ça qu'il faut travailler aussi à ce que les équipements culturels, la programmation culturelle aillent vers les gens. Donc si j'ai bien compris, donc, votre stratégie ce serait plutôt d'essayer de changer la direction artistique de la Rose des Vents pour les faire diriger vers les jeunes. Alors, ça pourrait pas être le contraire, par exemple. Je ne peux pas changer toute la direction artistique de la Rose des Vents parce que la Rose des Vents, c'est à la fois un bon exemple et un mauvais exemple. Un bon exemple parce que c'est un gros équipement culturel de Villeneuve-d'Ascq et que ça nous intéresse tous de savoir ce qui s'y passe. Et un mauvais exemple parce que c'est une scène nationale, donc aussi avec des financements nationaux, un cahier des charges national, et il faut le respecter. Moi, je respecte ça, et heureusement qu'on a des scènes nationales et qu'on a ce genre d'équipement. Mais il faut qu'effectivement, on arrive à travailler avec la Rose des Vents pour des dispositifs où on va clairement partir de ce que veulent les jeunes et ce que veulent faire et ce que voudraient voir les jeunes pour ensuite les amener vers le reste de la programmation. Il ne s'agit pas de tout remplacer, de dire il n'y a plus de programmation comme avant et on fait que les jeunes qui choisissent. Parce que sinon on peut se retrouver dans une autre problématique, c'est qu'on va avoir que de la musique ou de la culture dite commerciale. Et j'ai rien contre la culture commerciale, tout ce qui est commercialisé. À un moment donné, il faut bien vivre de ce qu'on fait et puis commercialiser la musique. C'est pas vous que je vais dire ça. Mais il faut qu'on arrive à trouver un entre-deux et que tout le monde trouve sa place. Il y a eu une étape intéressante là avec la Rose des Vents, c'est que la Rose des Vents a été en travaux pendant quasiment 2 ans là. Ouais. Donc ils ont été obligés de faire leur spectacle ailleurs. Et pour la première fois, j'exagère mais en tout cas, ils ont fait davantage de spectacles hors les murs, dans des centres sociaux, avec des écoles, etc. Et donc des gens qui n'étaient jamais allés à la Rose des Vents, ou n'y allaient plus depuis longtemps, ont été en contact avec des spectacles de la Rose des Vents, sans le savoir vraiment en réalité. Et sauf qu'en fait, il y a des passerelles à construire là-dessus. Il se trouve qu'en plus, maintenant, l'organisation politico-administrative de ce pays, complètement lunaire et complexe, mais c'est pas grave, il y a pour les quartiers populaires, ce qu'ils appellent les quartiers politiques de la ville, il y a des crédits qui existent de l'État si on veut monter des dispositifs d'accès à la culture pour les jeunes et les moins jeunes des quartiers populaires. En plus, il y a de l'argent pour ça. Donc montons des dispositifs en plein cœur des quartiers et créons les passerelles qui sont là. Autre élément, on s'est dit, en fait, on a un super maillage de la ville qui sont les écoles primaires et maternelles. Vous savez que les écoles primaires et maternelles, c'est la commune qui les gère. C'est elle qui gère les murs, c'est elle qui gère l'entretien, etc. Les profs, c'est les DUCNAT, les profs qui sont dedans et les cours, c'est eux. Mais tout ce qu'il y a autour, le périscolaire, etc., c'est la ville. Il y a de moins en moins d'élèves. La démographie baisse. Okay, donc il y a des classes qui sont libres, donc clairement des salles en fait, qui deviennent disponibles. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on ferme les écoles? Ou est-ce qu'on se dit, tiens, il y a une opportunité là pour faire en sorte que les écoles soient aussi des lieux de culture? Pas des lieux de culture pour les parents et pour les enfants, non, des lieux de culture pour le quartier. C'est-à-dire qu'en dehors des heures de classe, le soir, le week-end, qu'il puisse y avoir des concerts, et pas des concerts, un truc bénévole, etc., dans un coin. Non, bien sûr qu'on permettra aussi qu'aux bénévoles puissent faire la représentation, mais aussi des choses qui soient hyper qualitatives, avec des budgets, avec des choses qui voilà. Donc, ça, c'est aussi un des objectifs. Et puis à la fin, moi je me dis, on a quand même, c'est dingue, parce qu'il y a énormément d'énergie dans cette ville, de gens qui ont envie de faire des trucs. Je vois, il y a eu une battle de breakdance il y a maintenant, ça fait bientôt faire 1 an, un peu moins d'1 an, sur Villeneuve-d'Ascq, au Palacium, qui a réuni plusieurs centaines, voire même un peu plus de 1000 personnes.
Il dit, mais est-ce qu'on peut pas faire un truc encore plus gros ? Il y a des super danseurs, il y a des gens qui font du mix, il y a des gens qui rappent. On a tout ça à Villeneuve-d'Ascq et on n'arrive pas à organiser un événement où quand il y en a un, c'est difficile. Aujourd'hui, les assos nous disent, avoir une salle, c'est difficile, avoir une subvention, c'est difficile. Tout est compliqué à Villeneuve-d'Ascq. Et en plus, souvent, ces assos, elles ont des points de comparaison parce qu'elles interviennent aussi dans d'autres villes. Donc, elles savent dire... et il y en a plein qui lâchent l'affaire avec Villeneuve, qui finissent par aller ailleurs, à Tourcoing, à Roubaix, à Lille, avec d'autres structures, alors qu'on a cette énergie-là. Donc, c'est aussi, à un moment donné, il faudra qu'on change les services municipaux, là, le fonctionnement des services municipaux, pour être au service, justement, de ces projets-là. Moi, parce que la culture urbaine, ça me parle sur certains aspects. J'ai essayé de faire du breakdance pendant 1 an au lycée. J'ai vu du rap aussi un peu. Ouais, le rap aussi, mais ça c'était surtout pour faire un détournement Ouais. 2e degré. Mais je graffe un peu dans mon jardin. Bon, bref, à mesure perdue. Bref, en fait, je sais pas, c'est un truc, ça me parle, bref. Et je me dis, il y a peut-être un truc à faire à Villeneuve. On a le musée d'art moderne, on pourrait faire un combo, j'en sais rien, avec le musée d'art moderne autour du Graphe. Avec le parc du Héron, on met une scène en extérieur, on fait un festival musique urbaine, rap avec une battle sur 3 jours avec des artistes. Moi, je fais de la politique et puis du coup, on m'a dit que ce que j'écoutais c'était du rap conscient. C'est bien aussi. Ouais, alors voilà, on m'a dit c'est bien aussi. Donc là, j'ai tout de suite senti que j'étais minoritaire. Mais j'ai aussi envie de, pourquoi pas, valoriser cette scène-là de rap conscient, en plus d'avoir des grosses têtes d'affiche qui font du rap qu'on qualifierait de commercial, mais qui font aussi du bon son, et qu'on en fasse un événement dans la ville. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire. Parce qu'on a tous les ingrédients à Villeneuve-d'Ascq pour le faire déjà. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus, en fait. C'est pas comme si on était sur, à Mons, par exemple, c'est plus compliqué. C'est 20 000 habitants, c'est pas les mêmes budgets, il n'y a pas le même espace. Donc il y a quand même à Villeneuve-d'Ascq des éléments, y compris des équipements culturels qui existent déjà, qui demandent juste à être sublimés d'une certaine manière, à être valorisés, à être organisés, à être déployés. Et M. Baladon, il parle d'un budget jeune à la hauteur de 10 000 euros, il me semble, pour ceux qui auraient justement des projets à proposer. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de... Ouais, je crois que c'est pour ces associations juniors, je crois que c'est 2 000 euros. 10 000 euros, c'était son budget participatif. Ah, d'accord. Ouais, bon, ok. En fait, non, c'est pas ça, c'est que vous dites à un jeune 2 000 euros, je crois qu'il propose dans son programme qu'il y ait 10 jeunes qui aient 2 000 euros. Il y a 63 000 habitants à Villeneuve-d'Ascq. 10 jeunes, ça fait pas beaucoup. Hein. Moi, mon objectif, c'est pas d'en sortir 10 et de les montrer. Regardez, ces 10-là ont réussi, puis tous les autres, débrouillez-vous. C'est pas ma vision des choses, en fait. Le budget de Villeneuve-d'Ascq, c'est plus de 150 millions d'euros, le budget de fonctionnement. Okay, donc 150 millions d'euros, et il va filer 10 fois 2 000, c'est-à-dire 20 000 euros. C'est quoi ce truc ? Non, en fait, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros sur les politiques jeunesse qu'il faut mettre. Et pas juste des tremplins ou des concours. Oui, on peut faire ça. C'est pas trop mon truc, moi. La compétition, c'est pas trop mon truc. Politiquement, je veux dire. Hein. Après, j'ai fait du sport et du coup, ça m'arrive de faire des compètes. Mais je veux dire, politiquement, je suis pour la solidarité, pas pour la compétition. Et donc, je pense qu'il faut que dans nos politiques aussi, on ait des politiques qui soient pour toutes et tous. Voilà. Moi, j'ai dit... c'est une question qui me tient à cœur aussi, parce que je suis un gros geek. J'ai proposé de mettre en place qu'on crée un centre municipal du jeu vidéo à Villeneuve, parce qu'il y a une ville en France qui l'a déjà fait, et qu'on ait un club d'e-sport municipal. Okay, qu'on organise des compètes de FIFA, de ce que vous voulez, ou de LOL. Moi, je joue plutôt à LOL. Je ne suis pas très très bon, mais c'est ça qui me plaît. Voilà. Bref, FIFA, je suis vraiment plus que moyen, quoi. Mais surtout, je me dis, en fait, on est en 2026, la très grande majorité des jeunes jouent, et que ce soit pas juste sur la play, ça peut être sur le téléphone, etc. Le temps de jeu, il est quand même, le temps d'exposition aux écrans, en vrai, surtout moi, je suis trop devant mon écran, c'est insupportable, il faudrait que j'arrête de faire de la politique et que j'éteigne tout je me mette dans une grotte en décontamination. Mais bon, moi, à la limite, ça va, je m'en sors bien dans la vie. Mais pour beaucoup de gens et beaucoup de jeunes, l'attention qui est captée par les écrans
c'est d'autres trucs qu'on ne fait pas dans la vie, de la sociabilité qu'on n'a pas, etc. Mais est-ce qu'on bascule dans le discours réac, comme le fait Macron, en disant « Oui, je vais lancer une étude sur les jeux vidéo pour savoir si c'est pas un peu la faute des jeux vidéo, si cette jeunesse dépravée fait n'importe quoi. » C'est un peu ça le sous-jacent quand même de ce qu'il raconte. Après, tout n'est pas complètement faux non plus. Comment ? Tout n'est pas complètement faux non plus. Non, mais bien sûr, mais sauf qu'en fait, en gros, c'est justement, quand on laisse les parents en première ligne et qu'on on prend pas à bras-le-corps le sujet, ça veut dire que chacun le règle dans son coin. Si je fais un centre municipal du jeu vidéo, ça veut dire que c'est un endroit aussi où on peut faire intervenir une fois par semaine un psychologue spécialiste des addictions autour du jeu vidéo pour les parents ou les enfants ou les jeunes qui voudraient avoir quelqu'un pour en parler, savoir comment s'y prendre, etc. Et en même temps, c'est le même endroit où on va organiser les vraies compétitions de jeux vidéo et de se dire, en fait, plutôt que jouer derrière ton PC tout seul dans ton coin, viens jouer au centre municipal du jeu vidéo, tu rencontreras d'autres jeunes, et puis après avoir fait ta partie, tu te poses, tu bois un truc, tu manges une bricole, et en fait de se dire que il y a une sociabilité autour du jeu vidéo, c'est d'ailleurs même majoritaire et dominant en fait dans le monde du jeu vidéo. Et est-ce que nous, mairie, on est un vecteur pour aider ça, ou est-ce qu'on dit non en fait c'est pas un sujet et chacun règle ça à la maison? Voilà, moi j'ai tranché, je pense que c'est un sujet, que c'est un vecteur. Plus que ça, c'est un point d'entrée vers la culture. Aussi une des manières de faire de la culture. Le jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle un art total, parce que pour un bon jeu, il faut qu'il y ait une bonne musique, il faut qu'il y ait un bon scénar. Donc il faut savoir scénariser, faire une histoire. Il faut qu'il y ait de bons graphismes. Donc ça demande des qualités de dessin, de graphisme, etc. C'est aussi du développement. Donc ça veut dire des qualités informatiques, de connaissances du codage, etc. Enfin, c'est plein de métiers, plein d'arts qui viennent se mélanger. Et donc on peut imaginer que demain, on fait venir des artistes qui ont participé à la création d'un jeu vidéo et que ça donne envie à d'autres de faire du dessin, de les mettre en relation avec cet univers-là. On a Ankama qui est à Roubaix ici, voilà, ils font plein de trucs, ils font même les séries, etc. Il y a plein de partenariats et de portes d'entrée pour dire à un jeune, en fait, parce que je sais qu'il y a un a priori négatif pour beaucoup de gens et beaucoup de parents sur le jeu vidéo. Je sais que j'ai eu des parents, par exemple. Et je pense qu'il faut casser ces trucs-là parce que c'est plutôt, je vois ça comme plutôt un point d'entrée vers une ouverture plus large. À partir du moment où on le fait ensemble, en fait. Si on est chacun dans son coin, dans sa chambre, à dormir 2 heures par nuit et à geeker toute la nuit, c'est pas le. Ouais, ça peut. Ça peut mettre en péril les études, les relations sociales, la vie affective. Enfin bref, ça peut être en péril plein de choses, quoi. Et on le sait, donc ça coupe du monde. Voilà, faut pas fermer les yeux, mais pour lutter contre ça, celui qui est coupé du monde, vu que son hobby, son truc, c'est le jeu, si on veut l'en sortir, c'est par le jeu qu'on va réussir à l'attirer et à faire en sorte qu'il se remette avec les autres. Vous voulez rebondir Ouais, non, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir le e-sport comme un sport à part entière, en fait. Et je pense aussi que ça... Après, là, je vais juste prêcher pour ma paroisse, donc je vais éviter. C'est pas ma campagne à moi. J'allais dire, oui, ça peut devenir fédérateur. Au lieu de... C'est pas mon émission. Ok, très bien. Maintenant, on va parler de sécurité. Ouais. Un domaine qui vous parle très bien. Oui. Alors, j'écoute beaucoup vos discours. Alors, vous parlez beaucoup de prévention. Oui. Mais quand on en est aujourd'hui à Villeneuve-d'Ascq, par exemple, avec une augmentation du stupéfiant de 23%, de vol de voiture de quasiment 20%, coup avec blessure plus 15%, et vol contre les personnes plus 10%. Est-ce qu'on n'est pas contre-courant quand on parle de prévention à ce moment-là? En fait, c'est marrant parce que vous me donnez des chiffres, mais Sylvain Estager, qui est l'adjoint, tête de liste officielle dauphin de Gérard Caudron, a dit que ces chiffres étaient en baisse. La vérité, c'est que les chiffres, je commence par là parce que c'est important de les déconstruire. Les chiffres qui sont donnés par la police reflètent plus les chiffres de l'activité policière que les chiffres de la délinquance. Pourquoi? Alors, il y a quelques éléments qui sont plutôt fiables. Les cambriolages, en général, c'est fiable parce que 100% des gens le signalent pour avoir leur assurance. Les vols de voitures, c'est plutôt fiable aussi. Mais tous les autres items, en réalité, ça dépend de si les gens vont déposer plainte ou pas. Premier élément. Voilà, parce que, par exemple, on parle de violences sexuelles et sexistes, là, beaucoup de femmes ne vont pas déposer plainte. Et pourtant, il leur est bien arrivé ce qui leur est arrivé. Donc, on a ce qu'on appelle les enquêtes de victimation, qui permettent de mesurer ça. Aujourd'hui, par exemple, très peu de gens
vont déposer plainte pour une escroquerie sur Internet. Or, il y en a tous les jours et dans des quantités astronomiques. Que ce soit du hameçonnage, où on fait un vrai faux site, où vous donnez vos coordonnées bancaires et vous récupérez des trucs, ou vous commandiez sur un site Internet qui n'était pas tip-top, vous recevez jamais la marchandise et vous en avez pour 100 balles. Enfin bon, bref. Et ça, le taux de plainte, c'est même moins de 10%. Donc si vous me dites, bah, ça a augmenté d'autant, j'en sais rien en fait. En fait, peut-être dans des proportions beaucoup plus supérieures. Ça, c'est juste pour dire, il ne faut pas s'alarmer ni dans les chiffres dans un autre, il faut regarder les choses un peu froidement. Mais on ne va pas dire qu'il n'y a pas de délinquance à Villeneuve d'Ascq, ce serait mentir. Et il y a des faits divers récents qui sont là encore pour bien le démontrer. Donc, le sujet, c'est que jusqu'à présent, on a été dans la surenchère sécuritaire. C'est-à-dire qu'on a dit, il y a un problème de délinquance, etc. On va mettre plus de police municipale. Ensuite, on a dit, on va armer la police municipale. Ensuite, on va mettre 50 caméras, puis 100 caméras. Puis aujourd'hui, on a plus de 350 caméras à Villeneuve d'Ascq. Et si j'en crois votre question, ça monte, la délinquance. Donc, on met plus de policiers et plus de caméras, et ça monte quand même. C'est peut-être des caméras qui voient plus de délinquance qu'avant. Peut-être qu'ils en voient plus, ou peut-être que les caméras, ça ne marche pas, ou peut-être que ce n'est pas ça le sujet. Peut-être qu'en fait, quand on voit les choses sous cet angle-là, il est déjà trop tard. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas comment on constate qu'il y a eu des délits, c'est comment on fait pour qu'il n'y ait pas de délit. Et normalement, quand on raisonne comme ça, on va chercher les causes des passages à l'acte de la délinquance et à traiter les causes. Pourquoi on va voler une bagnole? Pourquoi on va faire une bagarre? Pourquoi on va, etc., etc. Et quand on se pose ces questions-là, assez logiquement, on en arrive à la conclusion qu'il faut faire de la prévention pour éviter que les choses se passent. La question et l'angle, le registre politique de la droite, c'est de dire, pour eux, la présence policière ou le risque d'avoir de la répression, donc le risque d'être condamné, d'être traîné au tribunal ou d'être rattrapé, est un facteur de prévention. Là, j'en reviens à mon raisonnement. On n'a fait que augmenter les peines, nous, à l'Assemblée nationale. À chaque fois, au lieu que ce soit 1 an de prison, c'est passé à 3 ans. Ce qui était à 3 ans est passé à 5 ans, etc. Darmanin et Retailleau et tous les autres qui, tous les 4 matins, expliquent qu'ils font des circulaires pour que les parquets durcissent. Les amendes forfaitaires délictuelles, celui qui fume un joint, paf, une amende. Ils ont tout durci. Et à la fin, ça baisse quand même pas. Ça veut bien dire que vraiment, ce raisonnement n'est pas le bon. Et la vertu préventive de la répression, elle est extrêmement marginale. Dit autrement, c'est Dupond-Moretti qui finissait par dire ça pour répondre au RN, mais bon, il nous disait l'inverse à nous, donc pas très fiable, mais il disait personne ne commet une infraction, le code pénal à la main. C'est-à-dire que quand celui va chourer une voiture, il ne va pas dire attends, c'est quel article? Ah ouais, je risque 5 ans. Non, je vais peut-être pas la voler alors. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai en fait, personne ne fait ça quoi. On va voler une voiture parce qu'on est dans une bande de potes et que c'est une étape à un moment donné dans un chemin délictuel parce qu'on est déjà en rupture avec la loi et que c'est déjà compliqué à la maison et dans le quartier. Donc c'est un ensemble. Donc est-ce qu'on regarde ces différents éléments et qu'on essaye de les régler ou est-ce qu'on continue la fuite en avant permanente? Parce qu'en plus tout ça coûte un pognon de dingue. Dire les caméras de vidéosurveillance, la police municipale, l'armement, etc. C'est des budgets colossaux pour une commune. Et après, on vient me dire, il n'y a plus de sous pour les associations. Oui, il faut faire des choix. Voilà, faire des choix. Et justement, à Villeneuve d'Ascq, on parle de passé glorieux de Gérard Codon, et de quand tout était de gauche, c'est merveilleux. Je ne sais pas si tout était merveilleux, mais en tout cas, effectivement, je pense que sur certains aspects, ça allait beaucoup mieux. Oui, à Villeneuve d'Ascq, il y a encore une vingtaine d'années, il y avait plus de 15 éducateurs spécialisés embauchés par la ville qui allaient au contact des jeunes, discuter avec eux, faire de la prévention primaire. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2. Okay. Et le club de prévention du département, dont c'est la mission aussi, ils sont plus que 5. À 7 pour une ville de 63 000 habitants, qui a 45% de logements sociaux, 44% de gens qui ont moins de 29 ans, 35% de personnes de moins de 29 ans sous le seuil de pauvreté, et on a supprimé des postes d'éducateurs et d'éducatrices. Parce que ce qu'on fait croire, c'est qu'on a fait que augmenter la police municipale et les caméras et que c'est ça le sujet. Mais en parallèle, on a fait baisser tous les moyens de la prévention. Donc moi, je veux juste refaire le contraire, en réalité, puisque le contraire, on a vu que ça avait marché par le passé. Et que c'est sous le coup des discours de droite un peu simplistes, réducteurs, que les gens se laissent aller à se dire « Ah bah ouais, des caméras, des machins, des trucs... alors que ça ne règle pas le problème. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'on parle, et même j'ai envie de dire qu'on reparle de prévention, parce que pour beaucoup de gens, c'est devenu un gros mot. Comme si on dit « Ah non, mais la prévention, de toute façon, ça ne marche pas, il faut des réponses fermes. »
Bah ouais, sauf que les réponses fermes, ça fait 20 ans que vous nous les faites. Et vous avez quoi? Je prends les grands chiffres, par exemple, sur les stupéfiants. Parce que ça, c'est un bon exemple. Sur les stupéfiants, là, depuis 2017, donc depuis que Macron est là, le cannabis, c'est plus 41% de quantité qui chemine sur notre territoire. La cocaïne, c'est plus 71%. Ok? Alors qu'ils passent leur temps à dire à la télé que la drogue c'est mal, ils ont fait leur campagne de pub à 2 balles, là où il y a un nounours qui brûle, je sais pas quoi. Non, en plus, mais le pire, c'est que qu'on fasse ça il y a 50 ans, quand on ne sait pas trop ce que ça va donner, on n'a pas testé ce genre de politique. Mais là, on l'a déjà testé ça. On a déjà des chercheurs en sciences humaines et sociales qui ont regardé quel effet ça avait sur les consommateurs de drogue que de voir un clip comme ça à la télé. Est-ce qu'ils se disent, j'ai vu un clip à la télé, ça y est, j'arrête tout. Ben non, parce que c'est pas ça comme on ne traite pas la cause de pourquoi on consomme des stupéfiants, vous voir le clip faire culpabiliser les gens, tous les médecins addictologues vous le diront, faire culpabiliser les gens, ça ne marche pas. Ça n'a fait sortir personne de sa dépendance. Ça n'existe pas, en fait. Par contre, expliquer à la personne, lui indiquer les risques à l'encours, l'accompagner et ne pas la réprimer, bah ça, on sait que ça marche. Preuve en est le Portugal. Le Portugal, ça fait 25 ans qu'ils ont dépénalisé, écoutez-moi bien, dépénalisé l'ensemble de l'usage de tous les stupéfiants. Ok? Pas juste le cannabis, tous. L'usage, pas le trafic, hein, l'usage. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un consomme là-bas? On lui dit, bah, viens, tu vas aller voir, on va faire un point, un bilan pour savoir si ta consommation est problématique dans ta vie. Ça s'appelle les politiques de réduction des risques. Et ils ont diminué drastiquement la consommation d'héroïne et de crack, puisque c'était le principal problème il y a 25 ans au Portugal. Il y avait une explosion du nombre de morts par overdose. En plus des agressions, parce que bah, c'est le genre de consommation qui peut rendre agressif dans son comportement. Et donc ils ont des résultats. Le pire, c'est qu'il y a 25 ans, c'est la droite qui a mis ça en place au Portugal, pas la gauche. Et nous, on est là derrière, non mais il faut réprimer parce que c'est ça qui va marcher. Mais je sais pas, tous les gens autour de nous sont en train de légaliser le cannabis et voient une diminution du trafic et même une diminution de la consommation à moyen terme. À court terme, c'est bon pour plein de raisons de biais d'analyse, mais aussi d'effets de nouveauté. Mais à moyen terme, 100% des pays qui ont légalisé, pardon, pas 100%, la quasi-totalité, sauf j'ai un exemple en tête où la légalisation s'est accompagnée d'augmentation de la consommation, mais sur la quasi-totalité des pays, c'est une baisse de la consommation derrière. Alors qu'on légalise. C'est contre-intuitif pourtant. On se dit, ah bah c'est légal, il va y en avoir encore plus. Bah non, parce que comme c'est légal, on peut faire des vraies campagnes de prévention. Enfin, je veux dire, l'alcool, c'est légal, on fait des campagnes de prévention et la consommation d'alcool est en baisse. Bon, bah, et tant mieux, je sais pas... voilà. Donc, je me dis, mais c'est vraiment pas possible d'être bloqué dans ce raisonnement répressif qui ne fonctionne pas et qui coûte un max pour une mairie. Ça coûte un max, ce truc. Donc vraiment, demain, on retire les armes de la police municipale. Je propose qu'on arrête de mettre des caméras et qu'on voit comment on peut les revendre. Parce que maintenant qu'on les a sur les bras, voilà. Donc si vous cherchez des caméras pour votre studio, hein, j'en vois deux. Je crois qu'elles sont de pas mauvaise qualité. Hein, celles de Villeneuve en 4K avec un DOM 360 et tout. C'est peut-être moyen de faire des trucs sympas. Non, mais sérieusement, parce qu'il faut et que la police municipale, moi, j'ai pas besoin de diminuer les effectifs. C'est pas une si grosse police municipale que ça à Villeneuve d'Ascq, mais qu'ils fassent d'autres choses, qu'on leur donne d'autres missions. Moi, en fait, encore cet après-midi, je vois un monsieur donc dans un logement insalubre avec sa compagne, et il me dit, donc on parle à un moment donné de la police. Il me dit, ah ouais, ils m'ont contrôlé la dernière fois. Je dis, la nationale? Non, non, la municipale. Alors, c'est-à-dire, ils vous ont contrôlé, expliquez-moi. Bah, ils m'ont fouillé, mais de toute façon, j'ai rien sur moi, et ils m'ont pris ma pièce d'identité. Alors, la police municipale n'a pas le droit de faire de contrôle d'identité au regard de la loi. C'est la prérogative de la police nationale. Sérieux? Oui. Et deuxièmement, elle n'a pas le droit de procéder à des fouilles. Pareil, c'est la prérogative des APJ ou des officiers de police judiciaire pour ce qui est... Les fouilles corporelles ou même les fouilles... Ah oui, les fouilles corporelles. Ah oui, oui. Il faut avoir une raison pour faire ça. Et si on n'en a pas, de toute façon, c'est la prérogative de la police nationale. Ce que peut faire la police municipale, c'est que si elle a un doute, elle a le droit de maintenir la personne en attendant que la police nationale arrive.
Sauf qu'à Villeneuve, ils font des contrôles d'identité tous les 4 matins, ils font des fouilles, ils se prennent pour la nationale, quoi. En dépit du droit. Moi je trouve ça hallucinant parce qu'on les laisse faire. C'est même ce que veut la mairie actuelle, la municipalité actuelle. À un moment donné, quand on a une police qui ne respecte même pas le droit, là, j'ai un truc qui cloche, quoi. Donc moi, demain, je vais juste faire un truc simple, on va respecter la loi. Pas dingue, hein, mais ça sera déjà beaucoup, ça sera déjà pas mal. Et puis après, de leur dire, du coup, vous allez arrêter de faire des contrôles, parce que ça se termine comment? C'est des contrôles aux faciès à la fin. On le sait tous. Le monsieur me dit, j'allais déposer mes poubelles, ils m'ont contrôlé à l'aller et au retour. Il allait déposer ses poubelles, on l'a contrôlé à l'aller et au retour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, ils vont être utiles, ils vont faire la sortie des écoles, ils vont aller voir les associations, ils seront là dans les événements publics, ils feront du lien de la police de proximité. Moi, j'ai envie que, dans mes fameuses expérimentations villeneuvoises, j'ai envie qu'on expérimente la police de proximité dont on rêverait pour le pays tout entier. C'est-à-dire une police de désescalade qui, quand elle arrive, ne rajoute pas du conflit au conflit, mais vient diminuer le niveau de tension et essayer de trouver des solutions. S'il y a un besoin de répression à un moment donné, ils ont les prérogatives pour ça, mais surtout, c'est le travail de la nationale. Chacun son travail. Chacun son travail, ça me semble important. Et surtout, prévention. Ok, d'accord, mais merci bien. Alors, juste un dernier mot pour terminer. Un mot à dire à des organisations comme l'AMEL ou bien le groupe Munier, parce que vous avez des grandes ambitions urbaines pour Villeneuve-d'Ascq et tout. Mais on sait que l'un des grands obstacles, c'est ce genre de grands groupes-là. La métropole européenne en fait, Villeneuve-d'Ascq a eu 8 élus qui vont siéger à l'AMEL. Alors, la majorité en a 6, c'est l'opposition 2, ou la majorité 7 et l'opposition 1 en fonction des résultats, évidemment. Mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, demain, vous pouvez vous dire que les 6 élus de la majorité, si on gagne, on a mis dans notre programme un certain nombre d'éléments sur l'AMEL. La gratuité des transports en commun. Nous sommes pour la gratuité totale des transports en commun. Et on est pour que ça revienne en régie publique. Qu'on arrête de donner ça au privé, qui vient de faire de la marge là-dessus, qui en plus ne donne pas satisfaction dans sa qualité de service. Je ne vous fais pas le dessin sur les pannes de métro, ligne 1, là, ça rend fou, ça rend dingue tout le monde. En plus, ils n'ont même pas appliqué les pénalités au contrat. Ils ont remboursé vite fait un mois et offert le vélo pendant un an. Enfin, le Vélil, pardon. Bon, ça va, quoi. Je veux dire, on a le droit à une qualité de service et avoir la main là-dessus. Et puis surtout, toutes les grandes villes, il y en a plein dans le monde, mais même en France, il y en a plein qui sont passés à la gratuité des transports en commun. Ça a été qu'un mieux pour tout le monde, y compris pour le développement économique, le développement culturel, pour le développement tout court, et pour les relations entre les êtres humains, parce que se déplacer, ça sert à ça aussi. Donc vraiment, ça c'est important. Récupérer, alors ça c'est un autre sujet qui nous tient à cœur, mais pareil, remettre la mainmise, récupérer en régie, c'est-à-dire en gestion directe, la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, c'est le défi là même j'allais dire des prochaines années, mais non, de maintenant. Parce que le département du Nord, vous n'avez peut-être pas vu, sur les 10 dernières années, a été régulièrement en alerte sécheresse. Oui, le Nord en sécheresse. Oui, parce qu'en fait, moi j'explique toujours aux copains à l'Assemblée qui ne sont pas du Nord, s'ils pensent qu'il pleut tout le temps ici. Non, il fait juste tout le temps gris, c'est pas pareil. Il n'y a pas forcément de l'eau qui tombe du ciel, mais il fait gris, ça c'est vrai. Effectivement. Donc la gestion de la ressource en eau, c'est central, parce que demain on va voir quoi? On va multiplier les crises. Après il y a les agriculteurs qui vont râler, ils vont faire des manifestations, et ils auront raison. Et puis quoi, on va dire qu'il n'y aura plus d'eau au robinet à certains jours de la semaine. Enfin, c'est ça le bilan pour un pays qui est aussi riche, y compris dans sa ressource en eau, juste parce qu'on l'aura géré n'importe comment. Il faut savoir que le taux de fuite dans le réseau de la métropole, il est énorme. Il est à plus de 15%, sauf que la fuite, c'est vous et moi qui la payons. Parce que le principe pour l'eau, c'est l'eau paye l'eau. Donc pareil, remettre la main dessus, que ce ne soit pas des Veolia, des Suez et des machins qui en plus font leur beurre là-dessus, ça me paraît indispensable et nécessaire. Donc on va mener ces batailles-là aussi à la MEL, ça fait partie de l'enjeu. Par contre, on ne va pas raconter des carabistoules, comme on dit. C'est pas le maire de Villeneuve-d'Ascq qui va décider pour toute la MEL. Il y a les élus des autres villes, etc. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque j'ai déjà mon collègue Patrick Proisy, qui est insoumis de Fâche-Tuménil. Je pense qu'on a des très bonnes chances de gagner à Mont-Saint-Barreul, et donc on aura les élus de Mont-Saint-Barreul aussi avec nous. Le collègue David Guiraud à Roubaix, qui a aussi des très bonnes chances de l'emporter, c'est aussi des élus supplémentaires. Voilà. À Lille, les scores, pour l'instant, les sondages, les choses se passent bien, et même si on est dans l'opposition, on aura davantage d'élus. Donc demain, il faudra compter avec les insoumis à la MEL. Pour l'instant, il y a un insoumis, il y a Patrick, il y a 0 groupe et un insoumis. Demain, on sera une 15, 20, peut-être plus, je l'espère.
pour un peu secouer tout ça et sortir du ronron institutionnel de l'AMEL. Parce que clairement, ils en font un truc comme si c'était un truc un peu technique. Mais ils se prennent des décisions de dingue là-bas. Sur les transports, le prix du transport, le prix de l'abonnement, il est décidé là-bas et nulle part ailleurs. LMH, qui est le bailleur social métropolitain, est géré par l'AMEL. Enfin, je veux dire, c'est des trucs énormes en fait dans le quotidien de tout le monde. Donc oui, c'est un enjeu de la bataille. D'accord. En tout cas, moi, je vous remercie de ce temps que nous avez consacré et d'avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas si même un mois supplémentaire. Ouais, merci beaucoup. Je pense que ça va permettre aux gens de voir plus clair quand on peut rentrer dans les détails comme ça. Donc, En tout cas, ça a été clair, limpide. Ouais. Et ben, on va laisser les Vinois faire leur choix. Merci beaucoup. Le 15 mars. Ça y est, au rendez-vous. Allez voter. Merci beaucoup.